Merci beaucoup à toutes et à tous d'être ici aujourd'hui. Donc, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Andrew Gonzalez qui nous présentera les liens qui lient économie circulaire et biodiversité. Donc, Andrew est un professeur à l'Université McGill et le directeur fondateur du Centre de la science de la biodiversité du Québec. Il est titulaire de la chaire de recherche Libert Hérault sur la conservation de la biodiversité au département de biologie de l'Université McGill. Il est membre de la Société royale du Canada et coprésident du groupe sur les observations de la Terre, réseau d'observation de la biodiversité GeoBON, qui est un réseau international d'experts qui se consacre au soutien du suivi de la biodiversité. Il est également coprésident de l'évaluation de l'IPBES et sur le suivi de la biodiversité. En 2018, il a cofondé Habitat, une entreprise de conseil en biodiversité et écosystème. Donc, ce dont Andrew va nous entretenir aujourd'hui fait écho au projet récemment lancé par le REC, le réseau de recherche en économie circulaire du Québec, et le Centre de la science de la biodiversité du Québec sur la recherche de l'impact de l'économie circulaire sur la biodiversité. Donc, Andrew nous donnera aujourd'hui un aperçu des liens existants entre ces deux thématiques et du potentiel de recherche à mener sur le sujet. Donc, on va procéder de la façon suivante. En fait, je vous propose de garder vos questions pour la fin de la présentation, donc 35-40 minutes. Et après, on aura un petit 20 minutes de période d'échange. Donc, Andrew, ben, tu es bienvenu et la parole est à toi. Merci beaucoup, Emmanuel, et merci, Laura, aussi. Très, très contente de partager cette 60 minutes avec à vous tous. Merci d'être là. Faites-moi signe si vous voyez mon écran, peut-être une pouce. J'espère Oui, que c'est bon. vous le voyez. Fonctionne. Très bien, excellent. Effectivement, pour moi, c'est le début d'un projet de collaboration très existant entre CSBQ et le réseau de recherche en économie circulaire du Québec. Ça annonce vraiment une opportunité remarquable, je trouve, de rapprocher les deux domaines d'études et deux domaines de connaissances euh, pour faciliter une transition économique et écologique essentielle pour notre province, mais pour notre planète. Alors, on va faire une plongée profonde dans la science de la biodiversité et comment le rôle de ce science dans la transition vers une économie circulaire. Et j'aimerais euh, parler de trois choses. D'abord, la biodiversité, l'état dans lequel nous nous trouvons. Je vais faire un survol des connaissances actuelles. Une deuxième partie sur la biodiversité, la nécessité d'une économie circulaire si on veut rétablir une relation saine entre la société et la nature, notre environnement biologique. Et le troisième élément, ce serait sur comment on peut progresser. Quels sont les éléments sur lesquels on peut agir aujourd'hui pour tendre vers cet rapprochement entre l'économie circulaire et la biodiversité. Voici une image qui vaut 1000 mots, peut-être 10 000 mots. Les couleurs font peur. Je pense que vous êtes tous en train de imaginer différentes choses interpellées par ces couleurs. Et bien évidemment, ça reflète une empreinte humaine. C'est une carte qui révèle comment la biodiversité a répondu depuis 100 ans grâce aux interventions impact humain. Vous voyez en zone rouge les endroits où la composition écologique en espèces a été changée. En rouge foncé, là où il y a eu une perte de 40% de biodiversité, c'est-à-dire qu'il reste 60% de cette composition écologique par rapport à cette point de référence du début du siècle. Et vous voyez bien que les changements dus aux activités, surtout liées à l'agriculture, les transformations des habitats liés à l'agriculture, la perte de forêts, la transformation de nos milieux humides et nos prairies, ont induit un déclin important. On parle d'un déclin à travers 65% de la superficie terrestre de notre planète. Euh, mais qu'est-ce qui est sous-jacent à cette carte-là? On peut imaginer que toutes les activités économiques, l'exploitation de ressources naturelles et la transformation de ces ressources en différents biens et produits ont entamé, ont généré cet impact que vous voyez.
à l'écran. Donc, en quelque sorte, l'idée d'aujourd'hui de ma présentation, c'est de non seulement mieux comprendre ce qu'on voit à l'écran, mais surtout comment on peut inverser la tendance par une intervention, par des interventions à différents niveaux, différents paliers de gouvernement, mais aussi des choix faits par le secteur privé, public et bien évidemment le consommateur. Pour faire un survol de nos connaissances sur la biodiversité, voici une image venant d'une synthèse scientifique faite par IPBES, the Intergovernmental Science Policy Platform for Biodiversity and Ecosystem Services. Et ce qui est important, c'est que on lit la figure de gauche à droite. De gauche, on constate qu'il y a certains types d'impacts ou forçages indirects liés aux activités économiques, technologiques, nos institutions, nos façons de gouverner, différentes dimensions de tendances démographiques et socioculturelles qui amènent euh, des impacts directs, comme l'exploitation de ressources naturelles, changement climatique, pollution, espèces exotiques et invasives. Et ces facteurs-là forment une cocktail létal, un cocktail qui induit la perte de biodiversité dans différents types d'écosystèmes, que ce soit milieu terrestre, marin, l'eau douce. Et indicateur après indicateur indique que la nature est en déclin, que ce soit l'étendue ou l'état des écosystèmes, le taux d'extinction, et la proportion d'espèces menacées par l'extinction, ou la perte d'abondance et biomasse à travers différents groupes d'espèces. Et je souligne aussi que plus de 70% des indicateurs qui proviennent des peuples autochtones et des communautés locales indiquent le même genre de tendance, que c'est la combinaison de facteurs directs et indirects dus aux nos activités économiques qui induit cette crise au déclin de la biodiversité à travers la planète, qu'on vient de voir sur la carte précédente. Ici, à droite, vous voyez le schéma de Ibes. C'est le cadre conceptuel qui explique pourquoi on voit notre économie prendre une place dominante dans les dynamiques de notre biosphère, qu'une économie linéaire où il y a un high throughput, un flux avec un taux très élevé de matière, de biomasse pour soutenir notre qualité de vie, mais créer un marché et des produits à une vitesse non durable pour la nature est dû à une certaine forme de relation entre, bien évidemment, nos institutions et gouvernance, organismes de gouvernance, qui intervient à travers un marché qui induit un certain nombre de forçages, ces facteurs directs et indirects, qui a un impact sur la nature, sur les biens et les services écologiques qu'on reçoit de la nature, qui déterminent une certaine qualité de vie. Ce schéma varie partout, un peu partout au monde. Il y a un contexte local et régional et national dans chaque cas, mais il y a toujours une similitude par rapport aux facteurs prédisent ces changements de biodiversité. Et donc, quand on parle d'une économie circulaire et une transition qui est nécessaire, on parle d'une transformation non seulement de ce qui se passe à l'intérieur de chaque boîte, mais surtout les flèches entre ces boîtes-là, c'est-à-dire la prise de décision, les valeurs, les priorités, et comment on intègre la valeur de la nature à l'intérieur de nos secteurs à la fois privés et publics. Donc, on va comprendre et dédier notre temps aujourd'hui à réfléchir dans le contexte de ce cadre conceptuel que vous voyez à droite. Et bien évidemment, si on veut avancer, il faut qu'on relie la science de la biodiversité, la façon dans laquelle on mesure et on suive les tendances de la biodiversité et comment on adopte et exploite la puissance de nos modèles mathématiques, informatiques, qui nous permet de faire des scénarios futurs pour guider cette transition, guider les prises de décision sur le terrain à travers différents éléments de notre économie. Alors, donc je vais relier la prise de décision avec le suivi de la biodiversité dans dans ce contexte conceptuel. Alors,
pour continuer sur ce thème de perte de biodiversité et les cartes, et c'est important de comprendre que la biodiversité, oui, c'est une notion complexe, c'est prendre en compte la diversité est spécifique, mais aussi la diversité écosystémique entre écosystèmes et la diversité génétique à l'intérieur et entre espèces. Ça, c'est les trois grandes dimensions de la biodiversité qu'on doit mesurer et suivre. Et quand on voit à l'écart que, quelle que soit la mesure ou le composant de biodiversité qu'on adopte, on voit les mêmes tendances. Mais ce qui est important à réaliser, c'est que vous voyez sur cette carte ici que de lire de gauche à droite l'impact d'une intensification de l'utilisation des terres. C'est-à-dire, plus on intensifie l'extraction et l'exploitation de ressources naturelles ou on convertit la terre en une forme d'agriculture intensive, vous voyez qu'il y a un impact de plus en plus important sur l'intactness, la composition écologique de nos écosystèmes. Et qu'on peut, via nos modèles, allouer ou faire des liens causaux entre ces tendances-là et les matériels et les ressources qu'on extrait de ces écosystèmes. Donc, c'est à comprendre que quand on veut comprendre comment la biodiversité change, il faut mesurer ces différentes composantes de la nature. Et en combinant ces mesures-là, on va avoir une vue de l'ensemble, de pouvoir mesurer comment différentes dimensions de la diversité ici, la diversité spécifique, la diversité de l'écosystème et la diversité génétique se combinent pour nous donner un indice ou une mesure globale de l'impact, ou à l'opposé, l'impact plutôt positif d'une action de conservation-restauration mesurée par ces différentes composantes de la biodiversité. Donc, on cherche à inverser la tendance à travers des mesures multidimensionnelles de la nature. Et pour faire cela, c'est important d'investir dans une approche que je nomme multi-échelle. Donc, on se rend compte que euh, oui, on a des impacts à l'échelle planétaire, mais ces impacts planétaires sont l'effet cumulatif d'un ensemble d'effets à la fois régional et local, à travers différentes dimensions d'impact, que ce soit l'exploitation pour l'agriculture, la déforestation, l'exploitation des ressources marines, l'étalement urbain, fait en sorte qu'en combinant ces impacts-là, on va induire un changement de la nature qu'on peut mesurer par différentes façons. Que ça peut être par télédétection, par la satellite ou par les observations faites par nous in situ. Et c'est en combinant ces différentes approches, ces différentes mesures, qu'on va avoir une vue des changements de différentes mesures de la biodiversité à une échelle locale, agrégée pour créer une image de comment les tendances changent à une échelle régionale et en agrégeant encore plus, d'avoir une vision de l'ensemble à l'échelle mondiale. Donc, quand on focalise sur le Canada ou le Québec, c'est important qu'on situe le Québec dans un contexte plus large. Mais quand on veut agir à une échelle locale, il faut comprendre que la biodiversité a ses propres dynamiques, sa propre façon de changer, des rythmes de changement qu'on doit prendre en compte à cette palier, à cette échelle différente. Donc, vous pouvez donner un exemple. Imaginons, voici une photo d'un endroit dans les basses terres du Saint-Laurent. On voit l'étalement urbain à droite, on voit les activités agricoles à gauche. Comment on peut mesurer l'impact de ces activités-là sur les différentes dimensions de la biodiversité? On peut imaginer qu'on doit prendre en compte les différentes dimensions de cette biodiversité, mais surtout si on veut agir, si on va par exemple protéger un restant d'un boisé ou même relier deux restants par un corridor écologique, on veut mettre en place une façon de mesurer comment la biodiversité change, qui est sensible et qui reflète l'impact de ces actions, de mitiger les impacts à travers différentes mesures de la nature. Donc, ce qu'on cherche à faire via ce projet
entre le CSBQ et le réseau de recherche en économie circulaire du Québec, c'est de coordonner notre façon de mesurer et suivre l'impact des actions, l'impact de nos décisions pour la nature, non seulement à l'échelle locale, mais de comprendre comment ces effets cumulatifs ont des bénéfices pour la biodiversité à travers le province. Et jusqu'à ce diapo, j'avais négligé bien évidemment la dimension de biens et services écologiques. C'est-à-dire que j'avais focalisé sur les différentes composantes de la diversité biologique. Mais évidemment, la nature nous fournit énormément de biens qui a des mesures à la fois matérielles, euh, des dimensions régulant de la qualité des écosystèmes, mais aussi des dimensions non matérielles, c'est-à-dire notre santé, les dimensions bioculturelles, qui fait tous les trois les dimensions importantes de ce que nous, l'humanité, reçoit de ces milieux écologiques, ces écosystèmes. Et qu'on doit reconnaître que quand on transforme et quand on perd la biodiversité, on met à risque et on diminue non seulement l'ordre de grandeur de ces biens et services, mais on met à risque via l'érosion de la résilience de ces écosystèmes-là et la capacité de fournir ces services, ces biens et services sur la longue durée. Donc, quand on fait des synthèses de ces liens entre les contributions de la nature potentielles et réalisées, les impacts imposés par l'humanité sur la qualité de vie, on constate que les tendances globales reflètent les mêmes tendances qu'on voit à travers ces différentes mesures de la biodiversité. C'est-à-dire que depuis 1970, on voit une érosion importante de ces biens et services écologiques à travers les trois dimensions que je viens de nommer. Voici un tableau issu de cet article que je vous recommande fortement. L'idée, c'est de pas lire les détails de ce tableau, mais de constater que la couleur orange. C'est-à-dire qu'à travers toute cette liste de biens et services matériels, non matériels et régulants, on voit cette érosion importante. Donc, en maintenant une économie linéaire, on est en train de profondir une tendance qui va vers l'érosion et l'érosion non seulement des biens et services écologiques, mais une résilience de ces ressources. Alors, euh, en décembre 2022, on a vu l'annoncer d'un nouveau cadre mondial pour la biodiversité, vraiment un nouvel horizon pour la politique et la science de la biodiversité, et surtout une transition vers une approche qui nous met sur une trajectoire de vivre en harmonie avec la nature ici 2050. Le nouveau cadre mondial pour la biodiversité a quatre cibles et 23, quatre objectifs et 23 cibles. Et l'idée, c'est de vraiment nous mettre sur une inflexion de cette courbe de tendance qu'on prévoit pour le siècle à venir et via une approche qui est whole of society. On parle d'un mainstreaming ou une intégration de ces connaissances de la biodiversité dans la prise de décision à travers différents secteurs de notre économie. Ce qui est un atout de ce nouveau cadre mondial pour la biodiversité, c'est sa cadre de suivi. Pour la première fois, nous avons un document qui soutient une approche de suivre nos progrès vers ces cibles en intégrant un suivi de la biodiversité, un suivi des tendances de nos biens et services écologiques et de encourager les pays à mettre en place très rapidement des actions, des transformations entre l'économie, société et la nature. Alors, alors, on voit à travers les 23 cibles du CMB, il y a des cibles liées aux menaces à la nature, des cibles liées à la durabilité de nos biens et services écologiques, et différents outils à la fois liés aux subventions ou des investissements financiers et bien d'autres pour faciliter la transition nécessaire. Donc, ce qui est clair, c'est qu'il y a un risque qu'on adopte des cibles, mais on le fait en silo. Alors que si on veut vraiment atteindre une économie circulaire,
et une transition écologique importante, il est important qu'on considère non seulement les liens entre tous ces cibles, mais qu'on adopte un plan de nature, un plan stratégique qui intègre ou qui facilite et promouvoir une approche qui relie des actions à travers un ensemble de ces indicateurs, de ces cibles. Donc, on parle d'une transformation de notre société et notre relation avec la nature. C'est une théorie de changement qu'on doit faire passer à travers tous les secteurs de notre économie. Donc, quel est le rôle de l'économie circulaire dans toute cette vision annoncée par les Nations Unies et à travers la Convention sur la diversité biologique? Ben, on voit très fortement les liens entre le business as usual et la possibilité, les scénarios qui projettent une inflexion de cette courbe. On parle de trois dimensions très importantes, c'est-à-dire une approche qui va cibler la régénération de la nature. D'accord? On arrête d'exploiter sans fin, sans responsabilité et arrêter de transformer la nature sans cesse. C'est-à-dire, ça veut dire mettre la loupe sur la nécessité de restaurer les écosystèmes, de avoir une meilleure circularité en termes des produits qu'on crée, les matériels utilisés pour créer ces produits-là, ces produits d'avoir une durée de vie beaucoup plus longue, que le matériel doit être de plus en plus recyclé et qu'on constate que ces matériels ont un impact négatif, parfois polluent différents éléments de notre biosphère. Et en troisième, d'éliminer ou de minimiser ces effets de pollution et les menaces que ça représente pour la biodiversité à travers l'ensemble des composantes que j'ai décrites tantôt. Donc, il faut agir sur ces trois dimensions d'une vision d'une économie circulaire. Donc, pour conclure pour cette section, j'aimerais retourner à cette idée tantôt que il y a un risque quand on se préoccupe des 23 cibles du nouveau cadre mondial pour la biodiversité, une à la fois. Alors que si on veut passer à un scénario où la courbe de notre relation entre la nature et la société prend une autre forme, il faut réfléchir et il faut agir surtout sur l'ensemble des effets indirects et directs, voir que nos décisions intersectorielles ont des impacts immédiats et directs et que certaines cibles qui visent ces cibles, ces impacts directs, besoin de se posent sur des décisions liées à ces impacts indirects. Donc, cette intégration d'une approche stratégique pour la biodiversité et pour les biens et services écologiques dépend d'une approche beaucoup plus intégrée et qui reflète les liens importants entre ces différentes cibles. Alors, la biodiversité est nécessité d'une économie circulaire. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par une économie circulaire? Ben, je suis pas expert en économie circulaire, donc je suis allé chercher une définition. Euh, donc, pour moi, ce que je comprends bien, c'est que c'est une vision systémique de notre économie qui remplace cette concept linéaire de fin de vie par la rédaction, production, la réutilisation alternative, le recyclage et la récupération des matériaux dans les processus de production, distribution et de consommation. Donc, on voit bien une vision très, très axée sur ce qu'on produit, ce qui est une économie produit, et que ça doit refléter les différents paliers aux différents niveaux à lesquels cette économie circulaire va agir, à la fois à une échelle micro, à l'échelle méso, c'est-à-dire comment l'économie se déploie à l'échelle d'une ville ou une région, et à l'échelle macro quand on prend un loop à l'échelle nationale ou mondiale. Et il faut avoir une facilité de traverser les échelles spatiales et temporelles si on va réaliser cette économie circulaire. Et elle vise à réaliser le développement durable, créant ainsi simultanément la qualité de l'environnement, la qualité mesurée par différentes dimensions de la biodiversité et les écosystèmes, la prospérité économique et l'équité sociale au bénéfice des générations non seulement actuelles, mais futures.
Donc, voici la définition textbook de l'économie circulaire. Mais pour moi, dans le sens que quand je réfléchis à comment la science de la biodiversité peut soutenir cette transition, il faut qu'on prenne en compte que la science de la biodiversité peut amener des scénarios, une adoption des différents modèles qui prédit et prévoit comment différentes décisions financières et économiques et investissements va avoir un impact sur la biodiversité, d'avoir une approche anticipatoire sur sur quel secteur on agit, quelle priorité on vise et ça veut dire qu'il faut rapprocher et faire un rapprochement important entre la science de l'économie et la science de la biodiversité. Donc, voici une image que j'aime bien parce que ça démontre à la fois la complexité de ce qu'on doit faire, mais aussi où se situe la biodiversité, la science de la biodiversité dans cette vision de l'économie circulaire. Alors, ça, c'est une figure que j'ai prise d'un rapport sur l'indice de circularité de l'économie du Québec. Un chiffre qui fait peur, c'est que cet indice de circularité pour le Québec est à 3,5%. 3,5%. On est très, très loin de où on aimerait être. Et on sait pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a cette flux linéaire de ressources, à la fois les ressources minéraux, les combustibles fossiles, la biomasse, qui est extrait, qui est exploité à un rythme croissant, qui ne prend pas en compte les connaissances qu'on a sur la dynamique de la biodiversité, les tendances importantes de la biodiversité. Non seulement l'impact local, c'est-à-dire chez nous, mais aussi l'impact que notre économie a ailleurs au monde. C'est-à-dire comment on exporte l'impact via nos décisions de consommation, les différents secteurs de notre économie. Donc oui, on peut quantifier les flux de matériel, ce que vous voyez ici à ce schéma-là, et comment ces matériels vont vers l'exportation, par exemple, ou pour des produits qu'on vend localement, euh, ou par les pertes. Mais imagine maintenant une image comme ça, où les flèches, les couleurs, les largeurs de la flèche intègrent les mesures de biodiversité. C'est-à-dire que ça nous donne une mesure de comment la biodiversité, le mot qui revient en tête, et en anglais, c'est embedded. Embedded biodiversity. Comment on met un loop sur l'économie en rendant explicite comment différentes dimensions de la nature sont impliquées et embedded dans les transitions que vous voyez dans ce schéma-là. Et qu'on en prend en compte non seulement la biodiversité ici chez nous, mais aussi la biodiversité ailleurs, là où on extrait des ressources ou par importation de différents produits. On est très, très loin de ce schéma. En fait, c'est un défi pour les décennies à venir, de non seulement faire la science de ça, de créer un schéma comme ça, mais que ça devient un outil pour l'aide à la décision, pour que différents secteurs soient informés et soutenus par des outils vont promouvoir des décisions, qui va changer la largeur de ces flèches, changer les couleurs de ces flèches et surtout augmenter le pourcentage d'ici, de passer à 3,5% à 50, 60%. Il faut rêver. Donc, voici l'intérêt de cette nouvelle collaboration. Et bien évidemment, on peut euh, rendre ce schéma plus détaillé. On peut ouvrir les boîtes, on va aller chercher d'autres flèches, on va identifier certains secteurs d'alimentation ou d'exploitation agricole et foresterie, la manufacturier, différents biens et services. Pourquoi pas? Ça va nécessiter des collaborations et des partenariats entre le monde universitaire, les instituts de recherche, différents secteurs de l'économie. Il faut créer un whole of society approach pour non seulement passer d'une économie linéaire à une économie circulaire, mais de vraiment impliquer tout le monde dans cette transition. Donc moi, je rêve, j'aimerais contribuer à une forme de ce schéma-là qui fait révéler comment la biodiversité non seulement est impactée,
mais l'inverse aussi, comment on peut agir pour non seulement minimiser l'impact sur la nature, mais comment ces secteurs-là peuvent contribuer à la restauration et la protection de la biodiversité. Alors, ce qu'on prévoit dans ce projet, je vous donne un petit avant-goût, c'est de créer et d'adapter des modèles pour le Québec, des modèles qui existent depuis longue date dans la littérature, où vous voyez un schéma. Je ne vais pas rentrer en détail dans ce schéma, mais vous pouvez imaginer qu'il y a plein d'équations derrière, que chaque boîte a une équation, que chaque flèche représente des causes et des liens causaux entre, par exemple, l'utilisation des terres, l'exploitation des terres, la marché, ça peut être pour les fins agricoles ou pour différentes dimensions euh, technologiques et industrielles. On sait que on est imbriqué dans un système complexe, mais il existe un ensemble de modèles qui nous permettent non seulement de comprendre l'état actuel, l'état de la biodiversité à travers notre territoire, mais surtout de prévoir sous différents scénarios comment des décisions qui visent différentes boîtes sur ces schémas vont avoir un impact sur la nature et différentes dimensions, composants de la biodiversité dans le temps et à travers différentes échelles spatiales. Ça, c'est vraiment pour moi le gros défi de ce projet. On commence pas à zéro. Il existe des modèles, qui est bien connu, c'est MagPie, qui nous permettent d'explorer quels scénarios liés à des décisions sur l'agriculture et la production alimentaire peut changer les tendances et changer les tendances qui est plutôt va vers le bas là. Comment différents secteurs peut contribuer à non seulement une transition écologique, mais peut contribuer à une circularité de notre économie. Donc, j'aimerais, dans les prochaines années, créer des modèles adaptés à notre contexte, à notre contexte québécoise, canadien, Amérique du Nord, etc. Et voici un schéma de ce que j'ai en tête. Alors, sur l'ensemble de notre territoire québécoise, on peut imaginer que chaque endroit local, peut-être à 1 kilomètre carré, a une certaine mesure de biodiversité et qu'il y a un certain nombre d'impacts qu'on reconnaît à ces endroits-là. Ces activités-là ont induit des tendances. On peut imaginer des données, des séries temporelles qui reflètent des tendances à la fois décroissantes où les petits points sont en dessous le zéro, la ligne zéro, ou même peut-être des interventions positives qui amènent une tendance croissante. Et ce qu'on attend, c'est que vous voyez sur l'axe X ici, c'est la mesure d'impact humain. Donc, on a un nuage ici. Cet nuage représente l'ensemble d'effets locaux, l'ensemble de mesures de biodiversité locale. Cet nuage reflète toutes les conséquences de décisions à la fois locales et régionales. Et ce qu'on souhaite faire, c'est changer la répartition de cette nuage. Comment les points peuvent bouger, comment un point négatif ici peut passer ici et devenir une tendance positive. Et ça, c'est fait à travers toute une panoplie de décisions à la fois locales, régionales et provinciales. Donc, en ce moment, on constate que la répartition, la distribution, la tendance est négative, est inférieure à zéro, surtout au sud de notre province, où il y a un plus grand impact de nos activités économiques. Mais ce qu'on souhaite faire, c'est d'avoir cette inflexion de la courbe en, euh, en changeant notre politique, d'avoir une politique d'économie circulaire qui va bouger la nuage d'impact local et régional pour qu'on se met sur une trajectoire où l'effet moyen, l'effet net est positif pour la nature. Ça, c'est purement un diapo sorti de mon cerveau, mais quand même, ce qui est derrière, c'est une vision de comment des actions locales peuvent avoir un effet cumulatif sur l'effet régional et provincial. Et c'est par là, je pense, qu'on va non seulement aller chercher et joindre le public, mais aussi les entreprises, les municipalités, et qu'on amène tout le monde dans un whole of society approach, une intégration des valeurs de la biodiversité dans cette
transition vers une économie circulaire. Euh, pour vous donner un exemple, issu de ma propre recherche que j'ai fait en collaboration avec le ministère, la MELCCFP, où on a voulu projeter le futur de presque 100 ans de l'étalement urbain. Vous voyez certains centres urbains et on a projeté la croissance, l'étalement de ces milieux bâtis et on a calculé l'impact de cet étalement sur la connectivité écologique. Une cible très importante pour le CMB, c'est-à-dire de protéger la connectivité écologique et de restaurer la connectivité écologique perdue grâce à ces changements-là. Et quand on utilise des modèles scénarios pour un ensemble d'espèces différentes, nous projetons des tendances sur une vision business as usual contre une vision, un scénario de conservation, de protection. Et selon l'espèce, selon la mesure de composants de biodiversité, on voit différentes tendances, parfois positives, pour la plupart des fois négatives, malheureusement, pour les écosystèmes restants du Basse-Terre du Saint-Laurent, mais que vous voyez que le futur n'est pas pareil selon les régions en bas, sur cette carte à droite, qu'il y a quand même un contexte à prendre en compte, que les actions qu'on doit faire sur le terrain doivent prendre en compte le contexte spatial, mais aussi historique, et les actions et les activités locales, à la fois économiques, agricoles, sur l'ensemble des actions possibles. Donc, ce que nous cherchons à faire par cette analyse, c'est de travailler en partenariat avec les ONG de conservation, avec les municipalités, avec le gouvernement fédéral et provincial, d'avoir une vision intégrée de la connectivité et comment on peut agir sur certaines prises de décision économiques pour augmenter la circularité, mais aussi pour minimiser l'impact sur la connectivité écologique. C'est juste un exemple parmi d'autres qu'on pourrait explorer ensemble. Alors, je vois que j'ai peut-être 8 ou 9 minutes qui me restent. Euh, donc, quels sont les éléments nécessaires pour progresser? Ben, d'abord, il faut identifier les points focaux de l'action. C'est-à-dire que dans un schéma où de gauche à droite, on voit notre système de production et consommation, les différents secteurs de notre économie, nos comportements de consommation, euh, sont liés et déterminent l'ordre de grandeur de cette pression et ces facteurs de forçage qu'on a vus tout à l'heure. Bien évidemment, on peut agir à différents moments dans cette boucle rétroactive. C'est-à-dire qu'on peut chercher des sources de matériel, de biomasse, d'énergie qui, euh, qui est plus durable par rapport au maintien de la biodiversité. On peut minimiser la pollution et l'impact d'un produit néfaste. Et on peut agir sur la demande économique et ce qu'on importe et ce qu'on exploite. Donc, il y a trois opportunité ici d'avoir une approche cohérente et synchronisée à travers la vision de l'économie et des différents forçages sur la biodiversité. Évidemment, certainement, j'imagine que vous êtes au courant il existe des approches à l'international, à l'échelle internationale. On parle ici de Task Force on Nature-Related Financial Disclosures, qui est un ensemble, c'est un cadre conseil pour les entreprises, petites, moyennes et grandes entreprises. C'est un cadre qui s'appelle LEAP, Locate, Evaluate, Assess and Prepare. Comment les entreprises peuvent prendre connaissance de leur impact et leur dépendance sur la nature et comment on peut informer, comment une entreprise peut s'informer, mais comment le secteur de connaissances, l'écosystème de connaissances euh, peut soutenir les entreprises et le secteur privé, non seulement dans une reconnaissance de leur impact, mais comment ils peuvent amener différents comportements, différents choix pour non seulement minimiser leur impact sur la nature, mais d'avoir un effet positif net sur la nature. Donc, on voit en ce moment la mobilisation de cette approche de TNFD, mais la plupart de nos entreprises au Québec ne savent pas comment adopter cette approche, n'ont pas le soutien, n'ont pas les moyens financiers et n'ont pas accès à l'information nécessaire pour mobiliser cette approche.
Donc ça, c'est un grand défi, mais c'est une piste importante. L'autre, c'est l'investissement, le financement privé. Euh, le GIEC, il baisse le différents cadres SDGs, par exemple, parle de le rôle important d'un investissement par le secteur privé, mais il y a des risques liés à ça. C'est-à-dire, si les investissements sont faits n'importe comment, qui ne prend pas en compte la biodiversité, ou où on voit un conflit entre les objectifs court terme et long terme, là, on va avoir des effets néfastes, des effets contradictoires sur la nature. Donc, il faut mettre en place des systèmes de conseil, des systèmes de mesure, de suivi des données et des outils qui vont soutenir ces investissements pour avoir un effet positif sur notre empreinte biodiversité. Et moi, j'ai peur que c'est un peu le Far West en ce moment. C'est qu'il n'y a pas une approche qui, euh, qui amène les meilleures décisions pour l'investissement, qui amène les entreprises dans un écosystème de connaissances pour favoriser, oui, des profits, oui, des bénéfices court terme, mais aussi un effet long terme positif net sur la nature. Il y a un autre cadre qui est intéressant, c'est l'hiérarchie de mitigation et une hiérarchie de conservation ou de protection. Vous avez peut-être sans doute entendu parler d'une hiérarchie de mitigation, c'est-à-dire que there's a refrain, reduce, restore and renew. Ça, c'est cette cascade de décisions qu'on peut faire pour non seulement minimiser l'impact sur la nature, mais d'avoir cet effet positif par la restauration et le renouvellement de nos écosystèmes. Mais il faut être proactif. Il faut être proactif pour protéger ce qui reste, mais d'investir dans la restauration. Que le secteur privé voit ça comme une opportunité, non seulement de minimiser l'éco-blanchissement, mais surtout d'avoir un effet positif net sur l'écosystème, sur la biodiversité, et minimiser les risques qui sont liés à l'érosion des biens et services écologiques. Donc, j'aimerais voir un lien entre les modèles qu'on va développer, que j'ai dit tantôt, de comment on imbrique la biodiversité dans une modélisation de l'économie circulaire, la transition vers une économie circulaire, mais surtout de proposer un, un espèce de portefeuille d'investissement à travers ces différents paliers de ces hiérarchies de mitigation et de protection. Et pour l'instant, on fait pas ça très bien. C'est un peu ad hoc et on a besoin d'une approche anticipatoire et basée sur une vision plus long terme de notre territoire et la nature, les besoins de la nature. Alors, le CSBQ travaille sur une approche intégrée de la suivi de la biodiversité pour pouvoir mesurer notre progrès. Donc, comment on fait ça? Quelle est la vision d'un suivi? C'est pas très sexy, le suivi. Le suivi, souvent, c'est passif. Oui, on va mesurer les tendances, on va développer les indicateurs qui montrent comment à quel rythme on va vers la fin du monde. Mais on veut pas juste détecter les changements. C'est cette cycle ici que vous voyez. Oui, on mesure, on voit que ça va mal, hop, on continue à mesurer et continue de voir ça va mal. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est intégrer la décision à l'intérieur de ce cycle de suivi. C'est-à-dire qu'on relie les tendances à une attribution de cause, que cette attribution de cause n'est pas unidimensionnelle, mais qui est multidimensionnelle et qui est adaptée à une planification d'action qui va soutenir l'implémentation de ces actions-là via les deux hiérarchies que j'ai décrites dans le diapo précédente et d'avoir les indicateurs qu'on dit en économie leading indicators. C'est des indicateurs anticipatoires qui prévoient comment un effet, une action euh, fait dans un contexte politique, dans un contexte peut-être de TNFD ou d'investissement financier, comment ça va changer, avoir un effet positif sur la biodiversité et les biens et services écologiques. Donc, c'est cet engin de planification anticipatoire qui prend en compte les dynamiques de la biodiversité et nos liens entre l'économie et la biodiversité qui va inverser les tendances qu'on mesure par la boucle bleue. Donc, je parle d'une intégration d'une approche de décisionnelle par une approche de suivi, modélisation et prendre en compte différentes valeurs et différents besoins à travers
notre économie. Et j'arrive à la fin. Mes deux derniers points, c'est que de revenir sur cette approche que l'effet cumulatif, l'effet agrégé de nos décisions sont bâtis sur l'effet cumulatif de nos décisions locales. C'est-à-dire qu'on amène les municipalités, on amène les différents paliers de la société dans une vision partagée d'une économie circulaire et une vision partagée de comment la biodiversité est à la fois érodée, mais aussi peut être restaurée par une cohérence politique, une cohérence d'action à travers différents paliers de notre société. Et pour conclure, ça va prendre des paysages partagés. L'humanité ne va pas disparaître, mais il faut avoir une vision de notre paysage, de nos eaux douces, des eaux marins, qui prennent en compte les besoins multifonctionnels de la nature, de l'homme, et qui prennent en compte le fait que c'est extrêmement dynamique, que la nature est en train de répondre à des tendances de changement climatique qui vont se dérouler sur les décennies à venir. Donc, il faut imbriquer la résilience dans notre vision de notre territoire et de reconnaître que l'économie est capable de changer son impact sur la biodiversité, mais seulement si on a une approche intégrée où les connaissances de la biodiversité sont intégrées à travers l'ensemble de notre société et que cette mainstreaming qui est dans la théorie de changement du CMB, le nouveau cadre mondial de la biodiversité, est réalisé. Et je pense que c'est important qu'on partage et il faut co-concevoir cette vision pour le futur de notre province et notre pays. Sur ça, merci beaucoup. Merci beaucoup, Andrew, pour cette excellente présentation très claire et puis avec un excellent effort d'intégration justement des sciences de la biodiversité et puis des modèles en économie circulaire. Ben, Merci, Est-ce Emmanuel. que quelqu'un est intéressé à faire une question? Il nous reste un petit 10 minutes. Soit allez-y directement, levez la main ou intervenez. Je pense qu'il y a beaucoup de food Daniel. for thought. Oui, vous m'entendez? Oui. J'ai des problèmes de micro avec Teams. Je me demandais si c'était. On Je t'entend t'entends assez bas. Ouais. Si t'arrives à te rapprocher, peut-être. là, on n'entend plus rien. Sinon, Daniel, écris ta question dans le chat et on pourra la lire pour toi. Ah, mais on t'entend pas du tout, là. Non. Quel dommage. Essaie de l'écrire dans le chat et puis on la lira pour toi, Daniel, la question. Ou en alternative, Daniel peut venir dans le bureau collectif et poser. Aussi. Voilà. Mhm. Bon, sinon, en attendant, Cynthia a une question aussi. Donc, Cynthia, si vous voulez poser votre question, en attendant que Daniel résolve les questions techniques. Parfait. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Parfait. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est vraiment très agréable à entendre. C'est vraiment ce que j'essaie de faire au quotidien. Puis, c'est le fun de voir qu'il y en a beaucoup qui pensent à ça puis qui conceptualisent tous ces concepts difficiles à implanter, mais qui sont vraiment porteurs d'espoir là, pour la suite des choses. Donc, moi, je travaille pour une entreprise liée à la crypto-monnaie. On a un nouveau projet. On travaille sur élaborer quelles pourraient être les solutions que les solutions du Web 3, donc de la blockchain, pourraient apporter à ce genre de développement économique parallèle et en même temps apporter une confiance dans les données là, des impacts qu'on a à mesurer, puis d'établir un climat de confiance aussi entre les acteurs parce que c'est pas évident. En ce moment, on essaie de faire un projet d'implantation d'un système économique comme ça ici au Costa Rica, dans la région de Talamanca, où est-ce qu'il y a une biodiversité incroyable. Donc, puis les gens sont très, très conscientisés à l'économie circulaire. Donc, c'est vraiment un milieu très riche à différents niveaux pour implanter ce genre d'idées-là. Donc, c'est un tout début de projet. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Utiliser ces façons alternatives-là de gérer les données. Puis, est-ce que vous pensez que vos recherches et tout ça peuvent être transportés dans des pays plus tropicaux aussi?
et quelles sont notre responsabilité sociale par rapport à ça. Absolument. Ben, le Costa Rica est souvent le poster child de la conservation de la biodiversité. L'approche blockchain a été adoptée surtout dans le contexte de climat et de carbone et de marché de carbone. Et je vois il y a des opportunités importantes dans le domaine de la biodiversité. Pourquoi? Parce que euh, on rentre dans une situation de confiance. C'est-à-dire ceux qui génèrent les données, ceux qui génèrent et partagent leurs connaissances, non seulement de ce qui se passe à un endroit particulier, mais surtout comment leurs actions vont résulter dans une mauvais français, vont donner fin à des différentes résultats. Ce qu'on reconnaît, c'est qu'il y a un manque de confiance par rapport au partage de données. On voit qu'il y a data sovereignty issues, ou surtout chez certains peuples et communautés locales, où on constate qu'il y a une exploitation de ces données. On parle de data colonialism. Et donc là, on va avoir un système de partage, non seulement des résultats, mais de projets via un approche blockchain, je pense qu'il est une opportunité importante. Donc, on ne voit pas énormément d'exemples de ça dans le domaine de la biodiversité. Je sais qu'il y en a dans d'autres et surtout aussi dans l'agriculture, j'en ai vu aussi. Euh, donc, j'aimerais savoir un peu plus sur votre projet, mais moi, je pense que la question est vraiment dans la création d'une situation de confiance entre données et l'utilisation des données pour l'action. Lorenzo, est-ce que tu m'entends? Oui, Bon, enfin, j'ai rejoint ma gang. Écoute, ben, merci pour la présentation, c'était vraiment hyper intéressant. Ce matin, je discutais avec des collègues. Bon, le passage à l'action pour passer d'une économie linéaire à une économie circulaire est toujours un peu problématique dans la mesure où un des enjeux qu'on a à l'échelle planétaire, c'est qu'on ne paie pas le vrai coût des ressources, c'est-à-dire qu'on n'intègre pas à la fois l'impact environnemental et social dans le prix des ressources qu'on consomme. Donc, ça conduit forcément à une économie linéaire, de la surconsommation et du gaspillage. Il faudrait donc, en fait, adopter des mesures éco-fiscales pour intégrer, en fait, ces dimensions dans le coût économique de nos ressources. Est-ce que on pourrait faire la même chose avec la nature? En fait, on en a déjà beaucoup parlé sur différents forums, monétiser, en fait, la nature pour mieux la protéger en tant que telle. Est-ce que c'est quelque chose qui se discute encore? Parce que ce qu'on perçoit comme en fait, ce qu'on ne paie pas directement ou ce qu'on paie peu, on a tendance, malheureusement, l'humain a tendance à le gaspiller. On le voit avec l'eau, entre autres, à Montréal ou en tout cas au Québec en général. On n'a pas de compteur d'eau, donc on la gaspille de façon éhontée. Et c'est pareil pour l'ensemble des ressources qui n'ont pas de valeur monétaire perçue. Donc, je sais que c'est très limitatif de dire on va donner une valeur à la nature, là, puis c'est un exercice un peu complexe, mais est-ce que c'est là peut-être un vecteur de transformation? question toujours qui donne au débat. Parfois, quand on met une valeur monétaire sur une ressource écologique ou sur la nature, ça a des effets pervers. Euh, je pense qu'il est important il faut reconnaître qu'il y a un rôle pour le marché. Quand on parle d'un marché de carbone, il y a potentiellement un rôle pour un marché de biodiversité, mais on veut éviter les difficultés qui ont connu ce marché de carbone depuis quelques années et la perte de confiance liée à un marché de carbone. Ce qu'on voit, la tendance dans le domaine à l'international, c'est une approche qui intègre différentes valeurs de la biodiversité, que le marché monétaire est une valeur parmi d'autres. La valeur, bien évidemment, non marchande de la biodiversité, le willingness to pay pour la biodiversité. Oui, on peut mettre une chiffre là-dessus. Mais je pense que ce qu'on voit, c'est que quand on diversifie l'approche pour valoriser la biodiversité, on a des résultats plus durables, plus soutenables dans le temps.
les risques, quand on met en valeur, on va payer pour et on va exploiter. Et dans le court terme, on va Ouais. payer le coût, mais on va pas intégrer le coût long terme de l'érosion de la biodiversité. Donc, notre économie n'est pas, parce qu'il n'y a pas de conséquences, comme tu disais tantôt, Daniel. Ouais. Donc, quels sont les coûts? Est-ce que c'est un cap and trade où tu mets un cap, un niveau, un plafond sur la valeur pour limiter la rapidité de cette exploitation? Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse un peu en dehors de la boîte, mais il y a quand même, je dis pas qu'il n'y a pas de rôle là, ici, mais et aussi peut-être un marché pour lier le marché biodiversité à un marché carbone où on va euh, avoir des approches conjointes pour le climat et pour la nature. Mais je dirais, pour conclusion, pour moi, c'est une diversité de valeurs qui est importante. Il faut reconnaître que si on met uniquement un prix dollar sur la nature, ça va probablement finir par des effets non voulus et pervers. Ouais, oui, tout à fait. Écoute, honnêtement, j'aurais plein d'autres questions, mais le temps file. On aura sûrement l'occasion d'en parler, toi et moi, ou du moins à travers notre collaboration. J'ai bien hâte. Ouais. Merci, Daniel. Il nous reste 1 minute. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question dans le. Oh. Il y a des gens dans la salle. Ouais. Oui, non, c'est ça. Valentina. Non. Oui, il y a une question. Oui. Vas-y, Valentina. Oui, je peux y aller. Merci. Merci, Andrew, pour la présentation. Oui, c'est vraiment apprécié. En fait, moi, je fais partie de la nouvelle charte d'excellence en recherche au Canada sous la direction de Evelyne Deliou, donc une seule santé urbaine. Puis, ouais. Donc, actuellement, on travaille sur la mise en place, en fait, d'un projet sur la cartographie de la biodiversité à l'échelle urbaine. Et puis, je voulais vous entendre en fait sur qu'est-ce qui est fait justement pour suivre cette biodiversité-là à l'échelle des villes, notamment si vous avez une connaissance des outils, des méthodologies qui sont mises en place. Puis aussi, qu'est-ce que vous croyez donc de cette biodiversité-là urbaine? En ce moment, on dit beaucoup qu'il faut créer des corridors écologiques, créer des zones de protection au sein de nos villes, etc. Mais ça a des implications, des enjeux au sein des populations qui vont être plus en contact avec cette biodiversité. Donc, quelle biodiversité on veut protéger, on veut mettre en place, puis c'est quoi les réflexions qui sont actuellement menées par rapport aux problématiques puis aux enjeux que ça peut créer là, à l'échelle de la santé des populations. Il y a beaucoup d'études qui vont prouver donc les liens de santé mentale avec une exposition accrue aux oiseaux, par exemple. Donc, d'où la volonté des acteurs de mettre des initiatives comme ça au sein des villes, mais ça crée d'autres enjeux cascades un peu. Donc, peut-être votre expertise par rapport à ça, là, je serais intéressée. Merci. Merci pour la question. On voit de plus en plus de villes qui cherchent à récolter des données, non seulement sur la qualité de la nature à l'intérieur de la ville, mais aussi les conséquences pour le bien-être de la population. Et on voit énormément de preuves de ces bénéfices non matériels, entre guillemets, oui, bioculturels, mais aussi santé. Je pense qu'une vision, une approche, une seule santé est important ici. Cible 12 du CMB est sur la biodiversité des écosystèmes dans un milieu urbain. Et là, la cible vise à mesurer la proximité entre les citadins et la nature. C'est-à-dire qu'on cherche à minimiser la distance et maximiser la proximité entre la nature en ville et la population pour plein de raisons. Mais je pense que ce qui est nécessaire, c'est qu'on aide les villes à prendre en compte non seulement d'avoir une approche de protection, mais aussi d'aller chercher des données nécessaires pour avoir cette vision plus scénarisée, plus anticipatoire de où il faut agir. Donc, oui, protéger ce qui reste, mais quand on amène la nature en ville, d'avoir une vision un peu multidimensionnelle, éliminer les effets pervers comme la gentrification je ne trouve pas le mot. Banlieue, neighborhood. C'est quoi un neighborhood en français? Des quartiers. Quartier, merci. Donc, et comme je disais tantôt, il y a des compromis possibles, mais moi, ce que je vois, c'est que les villes ont un rôle extrêmement important pour la réalisation des objectifs du CMB. Et moi, personnellement, le CSBQ, mais aussi
mon entreprise Habitat a dédié énormément d'efforts à travailler avec les municipalités, à soutenir le suivi dans le temps et les modèles qui vont soutenir des approches intégrées de la nature dans un milieu urbain. Eh ben, merci tout le monde pour vos questions et votre participation. Merci Andrew pour ta présentation, c'était super Merci beaucoup. intéressant. Puis je pense qu'on a tous hâte de voir ce que le projet entre le REC et le CSBQ va donner justement pour répondre encore en plus à toutes ces interrogations. Je vous remets, si vous voulez, le lien de notre site web, si vous voulez retrouver nos prochains événements et comme je vous ai dit, notamment celui du 12 décembre. Puis n'hésitez pas aussi à vous inscrire à notre infolette pour être tenu au courant de nos événements et potentiellement aussi des avancées du projet sur les liens entre économie circulaire et biodiversité. Bonne journée tout le Merci tout monde. le monde. Bonne Merci. journée. Merci Bye. beaucoup. Bye.